le cœur de ces débats, c'est que je trouve que l'interdiction est tout à fait justifiée. C'est-à-dire que c'est un élément culturel, mais un élément culturel qui renvoie à d'autres géographies. Mhm. Et d'autres géographies qui peuvent devenir un peu provocateurs, ostentatoires, d'autres choses, vous voyez. Bonjour Alberto, je voudrais parler avec vous de l'abaya. J'annonce le titre, mais alors vous avez deux, trois qualités pour parler de ça. D'abord, vous êtes professeur de théologie, vous êtes professeur d'histoire des religions, vous avez vécu en Turquie, vous avez travaillé sur l'islam, en tout cas l'islam ottoman. Euh, Vous connaissez tout ça, donc on est un peu dans le débat. Et en plus, vous avez, depuis quelques années, vous avez lancé une réflexion sur le vêtement, sur l'habit et sur la mode. Donc, vous Absolument. êtes parfaitement qualifié pour nous donner un peu votre avis, votre sentiment sur ce débat que nous avons en France, qui est devenu assez virulent ces derniers jours, depuis la décision du ministre de l'Éducation nationale d'interdire l'abaya dans les collèges et les lycées. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce problème-là? On parlait ensemble de faire un petit tour historique, savoir pourquoi on est là en France, parce que c'est un peu unique, il n'y a pas d'autre pays où on débat comme ça du vêtement dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit trajet historique d'abord pour revoir un peu pourquoi on est là en France? Évidemment, ça touche à la laïcité et ça touche Bien aussi sûr. à cette idée de, voilà, est-ce que c'est un vêtement religieux, pas religieux? À quoi correspond ce vêtement? Effectivement, merci de me solliciter sur un sujet effectivement, pas seulement celui du voile et de la baya, mais Oui, que je travaille depuis 5 ans. Je signale que, en collaboration avec Nathalie Relins, je viens de publier un ouvrage collectif au titre de Mode modeste sur les enjeux d'éthique et d'esthétique, publié chez Herman. Et là, il y a aussi des articles concernant effectivement la question de la mode modeste. Parce que, en particulier, cette question de l'abaya, alors, elle vient sur un débat répété, réitéré en France, justement, pour la question qui se situe dans la question de la laïcité française. Donc, il y a eu déjà le débat qui devient presque interminable, mais où il y a eu des prises de position concernant le voile. Et le voile, c'était davantage et plus directement relatif à un signe religieux, euh, considéré comme obligatoire en islam. Et j'ai dit bien considéré parce que les positions concernant le voile sont nombreuses. ils ne sont pas si Ça va, simples. voilà, c'est pas si simple que ça. Vécu différemment aussi par des femmes qui le portent et qui ne le portent pas. Et qui, même celles qui ne le portent pas, se sentent aussi au même titre que les autres, croyantes et Oui. aussi parfois pratiquantes, etc. Donc c'est très complexe. Alors sur base d'un débat déjà qui a duré et qui dure encore depuis longtemps en France en particulier, à cause ou grâce, disons, à ce contexte de laïcité française, sur cette base-là, j'ai envie de dire que ce nouveau stade, c'est-à-dire celui de la baya, complexifie le débat. Pourquoi? Mhm. Parce que si le voile était déjà un signe visiblement ostentatoire ou associable à quelque chose de l'ordre de l'ostentation, alors, et je signale en passant que le terme même et le concept d'ostentation vient d'un langage presque de guerre. C'est l'idée de l'ostentation a été toujours appliquée déjà dans le passé, dans la Rome antique, euh, pour ce qui est de l'ordre du militaire. Donc, une conquête. En fait, ostenter, ça veut dire Ostentatoire, on l'ostentation. dit en français, on dit plutôt ostentatoire quand même. Une position Tout à fait. ostentatoire, une attitude Tout à ostentatoire. fait, une position ostentatoire, mais ça a été utilisé en premier, justement aussi par le langage militaire. Et, euh, et donc, là, ça rappelle quelque chose de l'ordre de la conquête. Maintenant, pour ce qui est de la baya, qui est un par-dessus, souvent utilisé et d'abord utilisé en Arabie Saoudite et puis répandu, répandu de plus en plus via fort probablement le pèlerinage, remis un peu au goût du jour par des marques dites musulmanes ou dites de mode modeste, et donc dans le marché moyen-oriental.
Et donc, avec l'import et l'export, eh ben, il arrive en France. Mais en fait, il faut dire, alors je me suis renseigné auprès d'une jeune étudiante musulmane avec laquelle qui collabore dans mon équipe. Et en fait, la question, le constat, c'est que l'abaya n'est pas le terme exact, parce que l'abaya, c'est vraiment le vêtement, le par-dessus, le manteau donc des Saoudiennes. Alors que ce qui se passe en France, c'est pas techniquement une abaya, c'est même en Indonésie, ils l'appellent the French jilbab. Donc le jilbab, c'est ce qui se fait en France. En fait, c'est cette tunique qui a sa coloration, même au sens technique, une coloration qui est vraiment typiquement française. Il paraît que dans le monde musulman, la soi-disant abaya française est déjà repérée comme étant française. Donc, cela dit qu'il y a un sens aussi d'inculturation déjà en France. C'est pas un signe pris d'un pays et porté directement ailleurs. Donc, il y a C'est une déjà création française, pratiquement, on oui, peut dire ça. c'est déjà une inculturation française. Et c'est ça que moi, je me plais beaucoup à étudier ces questions de vêtements et de mode parce que traiter tout, tout ce qui touche au textile sans avoir les connaissances et les dynamiques de ce que le textile et la mode comportent, c'est de rater en fait la moitié de la complexité. Donc, ce textile qui arrive et qu'on appelle abaya et que probablement il faudrait appeler davantage djilbab, donc c'est cette tunique-là, elle n'est pas directement le signe ostentatoire religieux. Donc c'est un signe davantage culturel et géographique et d'une météo. En fait, c'est une technique qu'on comprend facilement. On utilise davantage dans des pays chauds. Il faut se réparer, mais suffisamment large pour être à l'aise, à l'abri d'une Oui, mais là, transpiration, c'est absolument etc. pas le cas, puisque les Tout gens à sont fait, habillés tout à par-dessus. fait. Ouais. Sauf que ce textile-là, cet accessoire, disons, ces vêtements, rappelle davantage une géographie, mais une géographie qui est marquée aussi par une religion. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le débat concernant la baya se complexifie parce que autant pour le voile, on ne pouvait pas dire à un certain moment, ce n'est pas un signe ostentatoire de la religion, hein, ça l'est, parce que c'était davantage, même si c'est aussi un signe culturel, le voile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, moi qui ai vécu longtemps en Turquie, il est évident que beaucoup de femmes, surtout dans l'arrière-pays, portaient le voile, non seulement parce qu'il y avait une adhésion à la religion, mais surtout parce que c'était la culture. Un peu comme dans l'Italie du Sud, moi j'ai ma grand-mère je me souviens de ma grand-mère porter le voile, un fichu, Mhm. et donc ça relève pas forcément d'une culture. Et ça, il faut dire que le voile dans la culture méditerranéenne, depuis l'Antiquité, c'est un classique. Alors, l'abaya, qu'est-ce qu'elle rapporte? Eh bien, elle rapporte une dissociation plus nette par rapport à la question religieuse. Mais c'est une culture qui reste encore marquée par le religieux. C'est-à-dire, c'est une géographie, c'est un vêtement d'une géographie qui est fortement marquée par une religion. Vous voyez la complexité. La complexité, c'est que, et en fait, le CFCM est intervenu en disant, mais ce vêtement-là, il relève du culturel. Ben, ils ont parfaitement raison. Mais quelle est la question de fond? C'est que le culturel est aussi marqué par le religieux. Et donc, à la fois, il y a un problème avec une laïcité qui doit finalement repérer des, des éléments religieux, mais là, ce n'est pas officiellement religieux, mais c'est du culturel qui décèle, qui voile et en même temps dévoile une relation avec du religieux en dernière instance, parce Mais que là, c'est une ouais. géographie. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'en France, on a l'impression, enfin, on raconte, c'est un professeur m'a raconté qu'à Marseille, par exemple, on a des jeunes filles qui sortent du métro habillées avec des tops, avec le ventre nu comme on a les jeunes filles aujourd'hui, et quand arrivées devant l'école, elles mettent un abaya. Donc, cette attitude-là, ou C'est c'est une clair. provocation, c'est ostentatoire, ou c'est une manifestation de quelque chose d'autre. C'est pas naturel Excellent. pour ces filles, pour Tout ces à jeunes fait. Vous filles. allez dans le même sens. Alors, sans savoir, je pouvais me le représenter parce que imaginez-vous que quand j'étais en Turquie, les femmes ne pouvaient pas entrer avec le voile. Jusqu'à il y a quelques années, c'était Mhm. Erdogan qui a dédouané cette question-là. Mais les femmes arrivaient à l'université, disons au seuil de l'université, avec le voile. Et puis, elle rentrait en se mettant une perruque.
Alors, vous voyez, c'est la même, Oui, c'est le bon, même. c'est Là, un peu à là, l'envers. c'était à l'opposé. Là, c'était à Oui, c'est l'opposé. l'opposé, Et oui. c'était quand même l'espace public, l'université. Vous Oui, voyez. oui, oui, oui. Et c'est clair que ces signes culturels, comme je viens de vous le dire, c'est un signe culturel marqué. Donc, il est évident on peut se le réapproprier pour, pour montrer une appartenance et pour marquer quelque chose face peut-être aussi à une laïcité qui ressente comme envahissante ou juste poser euh, euh, pour poser un peu de provocation. Ça, c'est clair. Oui, Donc, c'est ça. l'interdiction, je la trouve personnellement, je la trouve tout à fait juste. Alors, si je dois être, comment dirais-je, si je devais essayer une analyse euh, objective, je ne sais pas, mais mettre ensemble des éléments contradictoires, mais qui me Oui. semblent être et faire le cœur de ces débats, c'est que je trouve que l'interdiction est tout à fait justifiée. C'est-à-dire que c'est un élément culturel, mais un élément culturel qui renvoie à d'autres géographies Mhm. et d'autres géographies qui peuvent devenir, et donc des éléments culturels qui, renvoyant à d'autres géographies, peuvent devenir un peu provocateurs, ostentatoires, d'autres choses. Vous voyez, ce Mhm. n'est pas une veste, ce n'est pas une jupe, ce n'est pas un pantalon. Oui, ça a un Parce sens que, particulier. Ouais. et si je veux encore creuser, c'est que les vêtements, c'est un signe de la culture. Et donc, l'espace européen a créé à son histoire du vêtement. Maintenant, de l'autre côté, je trouve que c'est un pas de plus pour arriver à percer, comment dirais-je, s'il y a une volonté politique. Et ça, je ne peux pas le dire, je ne suis pas à même de le prouver, mais s'il y a une Non, en volonté France, politique, disent qu'il y a une pression politique quand même forte dans un oui, milieu. Oui. oui, mais je vais dire du côté musulman. Mhm. J'entends du côté d'une appartenance musulmane face à la laïcité et face à la République. Il est évident que c'est très bien vu. C'est-à-dire que là, on peut s'attacher au fait que ce soit un signe culturel et pas forcément religieux, mais justement parce que signe culturel, il y a du religieux qui passe. Et donc, c'est pour ça que l'interdiction, je la trouve à la fois tout à fait justifiée, même si elle est évidemment euh, ouvre un pas de plus à quelque chose d'autre, dont la laïcité ne veut pas non plus prendre en considération. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi les gauches, par exemple, la gauche, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, parce que C'est je peux la partir gauche sur un radicale, lundi la gauche matin. LFI. Oui, c'est pas toute la Oui, gauche. et Charlie Oui, c'est Hebdo une avec partie de la gauche. la- Oui. voilà, et oui, et Charlie Hebdo avec cette couverture, voilà, tout à fait, disons, ça suffit la politique du vêtement. En fait, la gauche qui incarne quelque part les grandes valeurs révolutionnaires, c'est bien que la Révolution française a donc eu aussi un impact sur la culture vestimentaire. C'est grâce à la Révolution française qu'il y a eu un tournant dans l'histoire du vêtement en Europe et donc ailleurs, dans les pays qui ont eu une culture européenne, finalement. Euh, les lois sumptuaires sont terminées. Donc, les États n'ont plus eu à intervenir. Chacun avait le droit de s'habiller comme mieux le croyait et non pas en fonction du statut de la personne dans le contexte social. Donc, c'est vrai que la Révolution française a introduit cet élément extraordinaire, si on veut dire, c'est-à-dire une liberté vestimentaire. Donc, si on se refait à cette grande tradition qui est née, qu'on le veuille ou pas, de la Révolution française, il est évident que l'interdiction, quelque part, euh, Il y a euh, une contradiction. introduit un malaise, je ne dirais pas une contradiction, mais il y a un malaise parce que l'État se retrouve à faire des choses qui, dans l'État même, dans le contexte, dans le patrimoine de l'État même, ne sont pas les éléments inspirateurs. Vous voyez. Et donc, une sorte de contradiction. C'est pour ça que je trouve que cette nouvelle étape de la Baïa va un peu plus en profondeur et va toucher des éléments. C'est pour ça qu'on pourrait dire, mais enfin, c'est une tunique, on la laisse. Non, parce qu'elle va toucher la baya via une culture qui relève de autre chose que la culture directement, traditionnellement, la culture vestimentaire traditionnelle en contexte européen et occidental,
Et de l'autre côté, ça va toucher le cœur, en fait, de la liberté vestimentaire qui naît, en plus, grâce à la Révolution française. Mais en préparant cette rencontre, vous me disiez qu'en fait, on arrive par rapport à la laïcité française, c'est quand même un exemple assez unique Et tout en à fait. Europe et dans le monde. Ouais. On arrive un peu au bout de ce système laïque, de la laïcité, cette espèce de transition laïque, de la laïcité en française. Est-ce qu'on n'est pas là dans une impasse quand même? Est-ce qu'on peut continuer comme ça à légiférer, à interdire des tas de choses parce que ça dévie de quoi? D'une orthodoxie vestimentaire ou d'une manière d'être générale pour les Français, ce qui n'existe pas. Ça, c'est la grande question, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est la grande question qu'il y a par derrière. Je pense que la laïcité française, euh, elle, à la fois, j'ai envie de dire, j'ai envie aussi de garder là les deux pôles presque opposés. Elle est à la fois dans une impasse, et en même temps, elle sauvegarde ce qu'elle a de meilleur. D'accord. Et, Pourquoi elle et, serait dans une impasse? et parce que par ce que vous venez de dire, c'est elle se trouve à légiférer sur des choses qui ne sont même pas C'est ça. comment dirais-je, dans l'esprit de ceux qui ont fait tout ce chemin. Je veux Mettre dire, la Révolution religion de côté française, à l'école, oui. on interdit les lois, on interdit de légiférer sur des questions vestimentaires, donc chacun peut s'habiller comme mieux le croit. Bien sûr. Alors, j'ai retrouvé c'est pas un manuscrit, c'est un livre publié, datant déjà du XVIIe siècle, où tous les habits de la société française, c'est un volume, c'est un des premiers volumes de tailleurs, disons, hein, donc il y a les patrons de tous les habits. Et en fait, il y a aussi l'habit du pauvre. Vous voyez, donc même l'habit du pauvre, on vous dit comment il faut le faire. Donc voilà, il y a la Révolution française qui déblaye quelque part Balayer tout ça. Mhm. un peu ça. Et donc là, revenir sur des lois vestimentaires, ça relève de refaire remonter même ce spectre de lois vestimentaires qui relèvent d'un monde ancien, d'un ancien Ouais. régime, en fait. Comme s'il y avait une orthodoxie Et, du vêtement, quoi. Voilà. et c'est Ben, ça la question, là va en profondeur. Donc, à la fois, il y a une impasse parce que l'État laïque doit légiférer sur ça, alors qu'il ne voudrait pas, sûrement, parce que c'est pas dans les cœurs d'un État laïque avec ces éléments inspirateurs qui vont tout à fait ailleurs. Et en même temps, il est obligé de le faire pour garder cet esprit laïque. Donc, c'est là que, en fait, la baya, on pourrait dire, c'est un élément, en fait, un rien du tout, ouais, arrive à mettre en lumière ces ouais. contradictions, ces ambivalences aussi d'une laïcité d'un côté, mais de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi la volonté ou le désir d'affirmer une existence, d'affirmer une appartenance, d'affirmer autre chose. Alors justement, vous êtes italien d'origine, enfin, vous vivez en Oui, tout à France, fait. mais en Allemagne, enfin, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre sont des pays qui sont, a priori, ils ne parlent pas de la laïcité, mais il y a une séparation claire du religieux par rapport Tout au à fait, politique. oui, tout à fait, Et oui. comment vivent ces pays? Alors, et d'abord, comment ils regardent le débat français? Et est-ce qu'il y a d'autres moyens d'aborder ce genre de questions? Est-ce que c'est abordé tout à fait différemment? Mais Je oui, pense en Angleterre, c'est complètement différent, par exemple. mais oui, mais parce que ça relève de l'histoire culturelle et dans le culturel, l'histoire religieuse aussi du pays. Là, c'est unique pour la France parce que s'étant construite en fait sur des bases profondément laïques, une extrême discrétion, c'est-à-dire que en France, il y a une discrétion de mise sur les questions personnelles, individuelles, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Sûrement pas dans les pays plutôt latins, mais même dans d'autres pays, il y a une plus grande liberté, même par rapport aux questions religieuses. En France, globalement, on fait même attention à demander de quelle religion, de tradition, confession. Moi-même, je fais toujours l'introduction au risque d'être un peu indiscret Ça, à quelle ça ne se fait tradition, pas. à quelle tradition appartenez-vous? Et donc, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est déjà une question posée un peu limite, disons, avec la très grande tradition d'une discrétion sur les questions qui relèvent vraiment de l'individu, de la personne. Et donc de la dignité de la personne et de la dignité d'être dans une discrétion et de ne pas
Oui, mais être est-ce que c'est obligé pas de pire? révéler des choses. Est-ce que c'est... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que cette question-là se comprend justement avec cette culture. Ailleurs, la question religieuse, elle relève moins de la pudicité, j'ai envie de dire. Elle est moins pudique. Vous Ouais. voyez, être d'une religion ou d'une autre, et donc on peut en parler plus ou moins facilement. Dans La l'espace laïcité public. française, la culture religieuse française et la culture donc française a fait que la question religieuse soit vraiment réservée à un espace individuel, intime. Mais évidemment, après, on peut l'exprimer dans une communauté et à l'extérieur. Ça, c'est pas en dépit de la laïcité. Mais il y a, comment dirais-je, une sorte de dignité de la personne. Donc, le signe ostentatoire, même le signe qui de loin pourrait être ostentatoire, est vécu comme très violent, en fait. Il est vécu comme très violent pour la culture française. Et ailleurs, comme il n'y a pas cette pudicité extrême par rapport à l'appartenance à une religion, bah, que quelqu'un ait un voile ou pas, ça passe plus facilement. En Angleterre, par exemple, c'est assez courant. En Italie, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les écoles italiennes, parce que, comme vous dites, ça fait longtemps, j'y suis un peu, mais sans être vraiment en Italie à suivre tous les faits. Et même en Turquie, pays de très grande tradition religieuse, pays où j'ai vécu, que je connais, bah, il y a eu ces débats. Hein, vous voyez, donc, et d'ailleurs, la Turquie s'est aussi beaucoup inspirée au modèle français, d'une laïcité française. Est-ce qu'on peut pas dire, au fond, bon, on a cette idée de d'être pudique par rapport à ses convictions religieuses, ça c'est une chose, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même en France un peu une espèce de dérive anti-religieuse, un peu systématique? Religion, Alors, c'est suspect. Quelque part, c'est un peu suspect, c'est pas rationnel, et ça doit pas trop impacter l'espace public. Est-ce qu'il n'y a pas ça derrière? c'est-à-dire que, loin de moi de me penser spécialiste de laïcité ou de l'histoire de la Ouais, laïcité française, qui est déjà un sujet en lui-même. Je travaille suffisamment avec Valentine Zuber, qui connaît bien le sujet, pour savoir que le sujet est très complexe. Eh bien, je pense qu'il y a. Alors, il y a une laïcité française, mais comme aujourd'hui, même en espace intellectuel, on regarde à l'essentialisation comme le désastre le pire qu'il puisse y être, eh ben, on risque d'essentialiser aussi la laïcité. Il y a plusieurs laïcités, il y a plusieurs façons sûrement d'entendre la laïcité, dont une qui est anti-religieuse. Et parfois anti-chrétienne, anti-catholique. Ça me paraît n'est pas dévoilé ou le grand. anti-musulmane. Aujourd'hui, c'est quand même, c'est C'est pas un anti-musulman. scoop. Ouais. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, lorsque Macron, le président, donc, a voulu ouvrir cette idée d'une révision de la loi de 1905, euh, il a bien dit et il a fait bien comprendre que la laïcité n'était pas anti-religieuse. Alors, si je ne me trompe pas, hein, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a eu à un moment donné, il y a déjà quelques années, il y a eu à un moment donné, plusieurs intellectuels, plusieurs juristes même, se sont sentis dans l'obligation d'affirmer que la laïcité française n'était pas anti-religieuse. Eh bien, s'il y a une affirmation si claire et nette, c'est parce qu'il y a aussi une Parce qu'il y a suspicion. Ouais. contre-affirmation. Ouais. Parce que ça se discute. Donc, Ouais. il est évident que la laïcité française peut être aussi vécue de manière extrêmement anti-religieuse. Et ça a été le cas, quand même. Je veux Ouais. dire, ça fait partie de l'histoire. Ça voudrait régner une partie de l'histoire, dire que ça peut le devenir. Mais moi, je vais même à l'extrême de dire, et peut-être pour cause. Parce que, évidemment, l'Église catholique, en particulier, avait un poids énorme qu'il fallait rétablir quelque part dans un État-nation. Vous voyez, donc il y a des raisons aussi. L'anti-religiosité, l'anti-religieux d'un État laïque. Mais même en Italie, il y a eu des lois anti-religieuses, anti-catholiques, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que le poids de l'Église catholique était énorme. Donc, je pense qu'à plus haut niveau, parce que le niveau, disons, lycée n'est pas ça, le niveau de la Baïa n'est pas ça, mais à plus haut niveau, tous ces éléments doivent être tenus en considération de part et d'autre. Mais il est évident que dans les laïcités, dans les herméneutiques de la laïcité française, il y a aussi une herméneutique de la laïcité sûrement anti-religieuse. Ça me paraît, je veux dire, clair. Hein. Donc, il y a eu des périodes, des républiques qui ont été davantage anti-religieuses, peut-être pour cause. Je ne rentre pas dans le détail, je n'en ai pas les compétences. Et donc
Et donc, je pense que dans ce rapport de la laïcité, il y a toujours peut-être des résurgences aussi où il faut rétablir la laïcité, mais il y a aussi peut-être une façon, une herméneutique plus anti-religieuse qu'à d'autres moments, peut-être pour cause, parce que là, il est évident que la présence de l'islam en France euh, est bien vécu, mais pose aussi à poser, je veux dire, Oui, depuis que je suis en France, il y a eu à partir des événements de Charlie Hebdo, du Bataclan, le etc., etc. terrorisme, etc. Ouais. Faut pas mésestimer Bien le sûr. poids Le poids, ouais. le poids historique. Mm. Et quelle est la complexité? Et ça, je comprends. Du point de vue politique, à un moment donné, le politique, il est dans le choix. Il faut choisir. Moi, je vous ai mis des éléments ensemble, même un peu contradictoires, pour les tenir ensemble, parce qu'ils me paraissent cohérents historiquement, c'est-à-dire, mais la politique, lui, le politique a par mission le fait de trancher à un moment donné. Donc, euh, et donc, c'est alors moi, je pense à l'échelle d'une conjoncture historique européenne et mondiale, ce qui se passe en France, même au niveau d'une laïcité, et donc d'une laïcité qui doit se mettre en relation avec les religions, est tout à fait symptomatique euh, de la conjoncture historique mondiale même. Dans quel sens? La France, c'est-à-dire que ce qui se passe en France est toujours le symptôme ou la révélation euh, d'un malaise ou d'un enjeu, plutôt qu'un malaise, d'un enjeu qui est vécu ailleurs d'une autre façon, mais qui se cristallise en France toujours parce que la France est là. Qu'on le veuille pas, elle arrive à incarner, elle arrive à incarner, à se cristalliser ces débats de manière plus forte. Hein. Le cadre de la Révolution française est évident. Il n'y a pas d'autre révolution française aussi sanglante, aussi profonde, aussi dévastatrice quelque part, et en même temps aussi émancipatrice, et aussi et dont on bénéficie tout le monde. Voilà. De Donc, la France. Ouais. vous voyez, c'est un laboratoire, pour le dire de manière un peu comme ça, c'est un laboratoire, et donc c'est là où se passe. Donc, pour moi, c'est pas étonnant du tout que le problème de la Baïa prenne cette envergure. C'est là où les débats prennent une envergure plus grande qu'ailleurs. Mais parce qu'après, on en bénéficie ailleurs, en Italie, en Allemagne ou je ne sais où, de ce débat. Ça, moi qui a vécu finalement longtemps en France, j'ai cette conscience que ce qui se D'accord. passe, et donc les tensions qui se passent en France ne sont pas seulement pour la France, la France emporte le poids, mais sont pas seulement pour la France. Prenons le cas de la mode. Eh bien, je peux vous dire que la mode de Paris, elle a eu des détracteurs partout. Donc, les catholiques en Italie se mobilisent au début du XXe siècle pour aller contre les lois, donc contre la loi, contre la mode à la garçonne. Hein. Donc, dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, après la pandémie de l'époque, donc il y a ces années folles qui sont aussi marquées par cette mode de la garçonne. Hein. Eh bien, la mode de la garçonne cristallise un moment historique dans l'histoire, dans le développement de l'habillement, mais il y a des détracteurs ailleurs, dans les autres pays. Et donc, on condamne Paris parce que Paris, de Paris vient cette mode à la garçonne, etc. Vous voyez, donc, c'est ce que je vous dis là, il y a des moments historiques, il y a des faits. D'accord. Euh, Donc, on est à un moment historique autour de Là, ça. on est dans un moment historique, ça c'est sûr et certain. Ça paraît rien, encore une fois, je le Mm. redis, répète, c'est-à-dire port d'une abaya, on pourrait dire, mais pourquoi perdre du temps? Mais non, parce que ça cristallise un débat qui va en profondeur, et en particulier en profondeur de l'histoire française et de la laïcité française, et en même temps, ça va rayonner aussi sur la réflexion dans d'autres pays.